Bonsoir et bienvenue dans Cinéma In, le cinéma chez vous et au popcorn. Regardez comme c'est beau, vous verrez plus tard. Aujourd'hui, nous avons donc un spécial slasher, et qui dit slasher dit par exemple une partie d'Among Us. Qui est l'intrus? C'est moi! Mourir comme Marion Cotillard. Oh, c'était lui. Générique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Cinéma In, le seul podcast qui se tourne au popcorn de Rouen, un bar magnifique, comme vous pouvez le voir et comme Richard l'a déjà dit tout à l'heure, je fais une redite. Et ce soir, messieurs, nous allons parler de... contact, histoire que je le retue pas. Et bah justement, il va pas me tuer, on va parler de slasher. Mais messieurs, qu'est-ce que le slasher? Oh là là. Quelle Qu'est-ce que question. c'est le slasher? Alors ça remonte au plus profond du cinéma quand même, parce que ça remonte à loin. La construction du slasher a été quand même assez longue. Elle a commencé véritablement durant les années 40 même, parce qu'il y avait des films un peu d'enquête. Il y avait un tueur spécifique et tout le film en fait on essayait de comprendre qui était le tueur, etc. Après il y a eu le giallo, donc le giallo italien, dans les années 60 qui a été créé par Mario Bava. J'ai toujours rêvé de citer Mario Bava. Et qui a bousculé un petit peu les codes, avec un tueur masqué, où alors on voyait que ses mains, ses gants. Il y a le cinéma français aussi, parce que le cinéma français aussi a proposé aussi des films où on suivait des tueurs en série ou ce genre de choses. Et ensuite, dans les années 70, il y a eu les Américains qui ont commencé à créer véritablement le slasher avec Black Christmas. Et le point culminant a été évidemment Halloween de 78, Qui a posé vraiment les bases de ce qu'est le slasher. Et le slasher, en fait, on va dire quoi? On va dire qu'on suit la plupart du temps des jeunes étudiants qui aiment boire, faire l'amour et toutes sortes de distraction d'étudiants. Voilà, merci Richard. On sent l'étudiant qui est en toi. Ouais. Et qui n'est pas parti il y a si longtemps. Voilà. Et qui malheureusement vont tomber sur un tueur qui porte souvent un masque. La plupart du temps il porte un masque. Et qui va les zigouiller en fait un par un, tout simplement. Et le but c'est, alors, avant c'était plutôt savoir qui était le tueur, et au fur et à mesure, les slashers ont évolué dans le sens où on s'est dit, non, le tueur il est iconique, et ce sera, sinon son identité on la sait, dès le départ. Puis après, le slasher a évolué pour le pire pour moi, enfin, je dis juste mon point de vue à moi. Et ce soir on va vous parler de 3 films qui aborde le slasher. Toi, c'est encore autre chose. Toi, c'est encore autre chose. Moi, tout à fait ça. Je vais avouer ma faute. Moi, j'ai triché comme un bâtard. Est-ce que j'en ai quelque chose à secouer? Absolument pas. Voilà. Absolument Donc, pas. on va parler d'un slasher un peu plus contemporain pour elle. Et moi, ça va être un slasher old school, clairement. Et on a choisi cette thématique-là. Pourquoi? Parce que nous sommes au mois d'octobre, il y a 2 événements. Il y a Halloween, la fête Halloween, voilà, et Halloween Kills, qui est encore un énième retour de Michael Myers. Mais qu'on espère meilleur que ce qu'il a pu faire dans les années 90. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous allons commencer par Monsieur Aurel, qui va nous parler d'un slasher qui date de 2006, il me semble. 2006, effectivement, un slasher. Il s'agit de Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, par Scott Glosserman. Je vais reprendre également une petite note, parce que je n'ai pas retenu tous les acteurs, parce qu'en fait, j'ai essayé de retenir les acteurs, et j'ai remarqué qu'ils n'ont pas fait une grande carrière internationale. Donc c'est plutôt un petit film. Pour vous donner quelques noms quand même qui ont tourné dedans, nous avons Nathan Bazel, Angela Goethals, Scott Wilson, Zelda Rubinstein, et quand même le très connu Robert Englund. Oui, quand même. Quand même. Au moins, il y a un nom connu, et c'est pour une bonne raison. Parce que c'est un pays, England.
C'est surtout aussi, non, c'est sûr. Alors pour... C'est bête. Non, surtout aussi c'est parce que Robert Englund, c'est l'interprète de Freddy Krueger. Voilà. Donc qui est l'emblème du slasher des années 80. Et oui. Et dans la série V, regardez la série V des années 80, les couples. Et donc Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, c'est un documentaire, ou un documentaire, peu importe comment on l'appelle. Donc il s'agit d'un faux documentaire qui suit un type qui s'appelle Leslie Vernon, qui veut devenir le prochain Jason, le prochain Michael Myers, et l'équipe le suit en fait dans sa formation de serial killer. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus sur le film parce que il y a une dernière partie qui est très très cool et que je ne peux décemment pas vous spoiler parce que voilà, la décence me l'interdit et j'ai envie que vous voyez ce film. Donc je vous dis rien. La décence par rapport au scénario ou là c'est trop gore? Non, la décence par rapport au scénario. Le film est pas si gore que ça, quelques effets par-ci par-là, mais c'est plutôt discret. Et donc c'est une équipe vraiment télévisée qui est venue suivre le mec, donc on a vraiment l'impression de se retrouver dans un format un peu style The Office, style Park and Rec, donc du coup, où quelqu'un est suivi dans son activité. Alors le film oscille entre l'horreur et l'humour, plutôt efficace en termes d'humour, parce que Leslie Vernon est vraiment pas le type auquel on s'attend pour un serial killer. Il n'est pas très grand, il n'est pas très costaud, il n'est pas très athlétique. D'ailleurs, ça donne quelques scènes assez drôles à propos de ça. Et l'équipe qui le suit est plutôt naïve dans le sens qu'ils espèrent voir justement naître un serial killer devant leurs yeux pour pouvoir faire sensation. Donc on se retrouve avec une galerie de personnages pas détestables pour les journalistes, mais pas forcément ultra attachants. En fait, on a plus tendance à s'attacher à Leslie Vernon en fait, parce que justement le personnage est d'une naïveté assez touchante malgré sa volonté de devenir un serial killer, ce qui est plutôt paradoxal. Et on s'amuse beaucoup pendant le film et la dernière partie, encore une fois, très très cool. On s'amuse un peu moins, pour des raisons que vous verrez, mais c'est pas pour nous déplaire en fait. C'est pas dans le sens où on s'amuse moins parce que c'est moins fun, ça reste aussi fun, mais c'est un petit peu moins drôle, on va dire. Voilà. Que dire sur ce film? Oui. Est-ce qu'il y a un comparatif à faire avec C'est arrivé près de chez vous? J'allais le dire. Alors je ne sais pas si le réalisateur Scott Glosserman a vu C'est arrivé près de chez vous, mais effectivement il peut y avoir un parallèle à faire entre ces deux films, sur le format justement. Donc si vous avez vu C'est arrivé près de chez vous et que vous avez adoré C'est arrivé près de chez vous, vous adorez The Rise of Leslie Vernon, Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, et également si vous avez adoré les slashers des années 80, peut-être 90 mais plus 80 quand même, clairement Behind the Mask est un gros hommage à ces films. Beaucoup de références donc, à tout ce qui est Vendredi 13, tout ce qui est Halloween, tout ce qui est Freddy, notamment rien que par la présence de Robert Englund. Et pour un fan de slasher, ça fait plaisir aussi, justement. C'est un film qui est vraiment sympathique à pouvoir consommer. C'est un film qui est vraiment très cool, qui se regarde plutôt facilement. Et c'est pas un film sur lequel j'ai grand chose à dire parce que je pense que c'est plus une expérience qui se vit. Excepté ce dont on parlait tout à l'heure, notamment certaines théories des réalisateurs sur le fait qu'à un moment il y a un mentor, puisque vu que Leslie Vernon veut devenir un serial killer, il va faire appel à un mentor et selon le réalisateur, le mentor serait le tueur de Black Christmas. Qui est considéré comme le premier slasher créé en fait, clairement, qui date de 1974. C'est le réalisateur qui pense ça et qui assume ça, et le scénariste. Donc si le scénariste s'y met en disant oui, Eugène, le personnage s'appelle Eugène, si Eugène est le tueur de Black Christmas, je pense qu'il faut croire en fait. Le scénariste le dit, le réalisateur le dit. Oui, mais enfin, attends, tu veux dire que son mentor c'est le gars de Black Christmas ou c'est Eugène le tueur de Black Christmas? En fait, le menteur il s'appelle Eugène. Ah d'accord. Et en fait, les scénaristes et le réalisateur disent haut et fort que le personnage qui s'appelle Eugène est le tueur de Black Christmas. D'accord, j'ai cru que Eugène c'était le héros du truc. Non. Le héros c'est Leslie. Leslie, d'accord.
D'où le nom du film, The Rise of Leslie Vernon, que Oui. j'essaie de dire depuis tout à l'heure avec un accent médiocre. Ouais. Bon, Leslie Vernon, Leslie Vernon. la version française. Leslie Vernon, que faites-vous avec cette baguette? Oui, c'est quand même écrit par des Américains, donc il y a des clichés. Je vais vous tuer avec le camembert, sacre bleu. Alors, sachant qu'en plus, Eugène est vraiment catégorisé comme un des meilleurs tueurs de sa génération, c'est vrai qu'ils n'en disent pas grand-chose dans le film, on sait juste que c'est un tueur légendaire. Oui, voilà, ouais. Mais on ne sait pas grand-chose dessus, à part que Leslie est un grand admirateur. Mais j'ai une question, est-ce que tous les clins d'œil qu'il y a sur les slashers des années 80, fin 70, début 80, dans le film, sont pas un peu, enfin tu sais, comment dire, ne sont pas forcés, c'est-à-dire tu sais, que ça devient chiant à un moment donné. Alors non, c'est qu'en fait, les slashers auxquels il fait référence, en fait, existent, mais les histoires se sont passées en tant que telles, en fait, dans l'univers du film. Donc c'est-à-dire le massacre de Crystal Lake par Jason, tous les massacres de Michael Myers, en fait, tout a existé dans ce film. Tout s'est passé à un moment, en fait, dans le En fait, c'est un film, comment dire, multiverse en quelque sorte. Non, pas un film Marvel. J'allais pas dire un film Marvel, c'est pas une insulte. Là, ce serait une insulte. Mais je viens de dire que c'est un film qui en fait réunit tout ce qui a été fait dans le slasher, mais comme si c'était dans le même univers. En fait. C'est ça. Tout ce qui s'est passé dans toute l'histoire des films de slasher, ça s'est réellement passé en fait. Voilà, ça s'est réellement passé dans ce film et ça permet en fait d'avoir quelque chose qui n'est pas lourd puisque le personnage il fait référence en disant ah oui bah c'est comme ce qui s'est passé à Crystal Lake en telle année. Moi je suis plutôt un grand admirateur de ce qui s'est passé là-bas, quoi, ce genre de truc. Chacun ses passions. Non, mais du coup, ça explique effectivement la théorie sur Black Christmas. Voilà. Et, Enfin, ça justifie. Oui, ça justifie. Oui. Voilà, c'est ça, vu que tous les slashers en fait existent dans cet univers, enfin tous les massacres sont passés vraiment dans cet univers, ça explique justement que ces références. Le nombre de gens qui dorment pas parce qu'il y a Jason qui existe en vrai. Non la vache. Et t'imagines Freddy? C'est pire. Je pensais à Freddy en plus. Ah oui, t'as dit Jason. T'as dit Jason, c'est Bon, Freddy. je quitte cette émission, écoutez, je pars de la vie politique, je me rassois parce que le cadreur est en train de me maudire sur 8 générations. Et du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est que dans l'ascension justement du héros, elle est très simplement, mais très bien Est-ce qu'il modélisée. fait référence à la quête du héros? Ah, c'est une bonne question. Je dirais que oui, forcément, parce que ce truc-là s'adapte partout. Quête de héros qui veut juste zigouiller des gens, mais oui. Et, Non, bah, c'est sa quête. C'est sa quête. et le, Suivre l'étoile, non, c'est un autre. Non, c'est autre chose. Et en fait, simplement, son évolution est symbolisée par son masque en fait. Parce qu'il va porter un masque, mais au début, tu vas beaucoup enlever parce qu'il n'est pas à l'aise dans ce masque, il n'arrive pas à respirer dedans, donc du coup, quand il course des personnes, bah, Mais il est soufflé comme un con. c'est ça. Et justement, la première fois où il réussit vraiment à faire quelque chose avec, là, il passe son masque pendant toute cette période. Et donc, du coup, c'est plutôt cool. Il y a aussi la notion de Final Girl. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la notion de Final Girl, c'est la dernière survivante qui va affronter le serial killer, qui en général va réussir à le battre. Et qui est par moments vierge. Oui, aussi. Mais, La plupart des slashers, c'est ça. alors, globalement, les slashers des années 70-80, certains ont vu ça comme quelque chose de réactionnaire par rapport à la dépravation de la jeunesse. Mais, Alors, c'est plus l'inverse. mais justement, c'est le problème, c'est que les slashers étant très violents, et ces familles souvent qui étaient contre le sexe en fait, étaient souvent aussi contre la violence, bah cette analyse ne tient pas. Bah, c'est ça. Ah non, ça marche pas. Je vais faire un message pour des gens qui ne verront jamais mon film. C'est bizarre. Donc du coup, ce truc ce cliché en fait de la dernière personne qui reste, qui vierge en fait dans les slashers, je ne sais pas si c'était souvent des maladresses d'écriture ou si c'était juste simplement vraiment des personnes qui voulaient s'amuser avec des clichés. Je pense que c'est ça. Puis on revient aussi à ce qu'on disait, le fait que justement, bah, la plupart du temps, les pseudo-journalistes disaient oui, mais c'est pour dénoncer quoi que ce soit, mais en fait la plupart du temps c'est qu'ils sont passés totalement à côté de la trappe. Faut pas oublier que les slashers, enfin les films d'horreur ont été créés pour avant tout
montrer aux spectateurs ce qu'ils ne pouvaient pas voir à la télé. Oui. Qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas voir à la télé? Le sexe et la violence. Le sexe et la violence. Oui, et puis de toute façon, comment dire, la Final Girl, c'est la Final Girl parce que c'est la plus concentrée. Le sexe, c'est quand même très distrayant. Oui, bien sûr. Voilà. Donc évidemment que des gens qui baisent, ils se font baiser par autre chose après derrière. Oui, voilà. Nous sommes d'accord. Là, nous sommes d'accord. Mais ne ris pas, j'ai raison. Et Behind the Mask fait également aussi référence à cette histoire de dernière Final Girls qui est vierge aussi. Ils en parlent à un moment, ils le tournent un petit peu en ridicule. En fait, dans Behind the Mask, il y a pas mal de clichés qui sont un petit peu tournés en ridicule parce que du coup, ils s'en moquent un petit peu. Comme la cabane dans les bois. Vous connaissez la cabane dans les bois? Non, Regardez ça, la c'est cabane autre dans les bois. C'est pas Mais slasher, je l'ai trouvé sous slasher, j'ai fait OK Internet, tu as fumé. Oui, bah, Internet, tu es en train de go home. Vraiment. bien d'accord. T'as une petite séquence de 3 minutes, c'est tout. Pareil, Ouais, en mais fait, encore, c'est- t'as la notion, parce que il se trouve qu'ils se font poursuivre par genre une famille de tueurs, et que t'as aussi la notion de Final Girl à la con où à la fin ils doivent avoir la vierge dans un rituel et la meuf est là en mode mais je suis pas vierge, on prend ce qu'on peut. Tu vois, il y a aussi ce truc là. Oui, bah oui, mais totalement. Mais on vous conseille aussi La cabane dans les bois parce que c'est un très bon film. Oui. Qui détruit intelligemment des codes du film d'horreur. Ouais. Pour s'en amuser. Et donc Behind the Mask fait un petit peu pareil justement, en prenant dans le sens inverse. Je dis bah comment on est un serial killer, vous voyez dans le film. On peut le voir sur Amazon Prime. Voilà. Amazon Il Prime. est disponible en DVD aussi. Il est disponible en DVD, un peu difficile à obtenir. Très difficile, ouais. Et moi je l'avais découvert lors de la première session de la Colo Panic Roscoma. Et il l'avait diffusé dans une petite salle. Ah, il se fait plaisir. Ah oui. Donc dans la salle 300, pour celles et ceux qui connaissent le format des images, une toute petite salle, et c'était très cool de découvrir Behind the Mask sur un petit écran avec pas beaucoup de gens, mais des gens qui appréciaient le slasher et donc du coup qui rigolaient bien lors des références un peu cachées au truc. Mais c'est pas un film pour autant Gros cinéphile. de gros cinéphiles, c'est-à-dire que c'est pas le genre de film où si vous n'y connaissez rien en slasher, bah, vous ne rigolerez pas, mais il y a quand même des séances qui sont très drôles dans l'ensemble. Mais si vous êtes cinéphile et que vous appréciez particulièrement les slashers, Behind the Mask est fait pour vous également. Le film n'a pas reçu un gros accueil critique et en fait je trouve ça dommage parce que moi je me suis bien amusé devant et les fans de slasher s'amusent bien devant en général. Donc voilà, mon conseil slasher, Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, ou la montée de Leslie Vernon. Ou tout simplement en français, Derrière le masque. Derrière le masque. Derrière le masque du riz pour Leslie Vernon. D'ailleurs, alors j'ai vu, alors j'ai pas compris exactement, il faut que je creuse un petit peu, si c'est un film ou un comics, mais a priori il y a eu un préquel qui était sorti avec Scott Glosserman, toujours à la réal l'écriture, je sais pas, qui s'appelle Before the Mask, donc ce qui s'est passé avant le film. Donc, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si ça vaut le coup. Je mettrai peut-être un update si j'arrive à trouver ce que c'est exactement, mais voilà. Pour mon petit slasher. Et toi, Richard, est-ce que tu as vu Derrière le masque? Je vais le dire en titre en français, ça va rapide vite. Derrière le masque, Derrière le masque, la vie de Leslie Nelson. Alors, je n'ai pas vu Leslie Nelson. J'avais vu des extraits chez des youtubeurs qui l'utilisaient, et puis j'ai fait c'est quoi ce truc? Je me suis dit bon je m'y intéresserai plus tard. Plus tard n'est jamais venu. Donc non, j'ai toujours pas vu, mais maintenant que tu m'informes vraiment que c'est sur Amazon Prime et que je possède Amazon Prime, je vais pouvoir regarder ça sur Amazon Prime. Une fois que j'aurai revu le documentaire sur Orelsan parce qu'il m'obsède un peu. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les slashers, quoique on ne sait pas. On verra Orelsan, tu es quelqu'un, on sait pas. si Orelsan est Xavier Dupont de Ligonnès. Alors moi pour ma part je ne l'ai pas vu, c'était l'affiche qui m'avait... l'affiche du film qui m'avait marqué. C'est une affiche à la fois inquiétante et qui pose beaucoup de questions parce que ça reprend l'idée des slashers types en fait. C'est une espèce de mec masqué avec son arme blanche, etc. dans la brume. Avec une tenue de serial killer, genre la grosse salopette. La grosse salopette et tout. C'est une affiche qui m'avait marqué, mais tu m'intrigues. Tu m'intrigues dans... On se fera une soirée, et vous êtes invités d'ailleurs. Non, on va peut-être pas Non, c'est un bon film à se faire en soirée aussi avec des potes d'ailleurs. C'est pas...
des fois, quand on dit ça en général, c'est que le slasher est pas très bon. Oui, c'est vrai. Mais celui-ci, comme je l'ai dit, c'est une bonne expérience entre potes pour une soirée slasher. D'ailleurs, on pourrait faire un petit coucou à Panic Cinéma et en particulier à Marie parce qu'elle va bientôt sortir avec des collaborateurs un livre sur le slasher, donc sur l'histoire un petit peu du slasher, et un livre dont vous êtes le héros mais version slasher du coup. Ah, voilà. cool. Du coup, c'est un livre où vous êtes la victime ou vous êtes le gars qui va se lâcher. Les deux. Le livre auquel vous allez devoir survivre. Voilà. C'est ça. Les deux. Donc voilà, donc du coup, si vous avez l'occasion d'aller voir, de lire ce livre qui va bientôt sortir, il y a eu quelques retards en termes pour l'imprimeur, mais normalement, au moment où vous devriez voir cette vidéo, ça devrait bientôt être réglé. Tout le monde a eu des retards d'imprimeur. Donc Tout le monde. vous pourrez, Post-Covid, tout le monde. donc vous pourrez du coup lire ce magnifique ouvrage qui retrace justement l'histoire du slasher fait par des passionnés. Parce que du coup, tu as un film à nous présenter. Oui, et donc c'est là où vous allez voir que je suis quand même un gros tricheux, mais est-ce que j'en ai quelque chose à secouer? Non. Parce que bon, on a dit slasher, moi évidemment tout de suite j'ai pensé à quelqu'un qui effectivement coupait 2-3 gorges, mais qui en même temps s'amusait à cacher les corps dans des tourtes, tout en chantant. Je pensais à Sweeney Todd de Tim Burton. Sweeney Todd donc de Tim Burton qui date de 2007, avec comme par hasard dans un film de Tim Burton, Johnny Depp et Linda Carter. Je pensais que c'était Christopher Walken. Pas dans celui-là. Ah merde. Mais il y a Christopher Lee. Il y a Christopher Lee qui passe une tête. Comme toujours. Il y a, alors je crois que c'est la première fois qu'il est chez Tim Burton, mais il y a Sacha Baron Cohen Oui. aussi qui s'amuse beaucoup. Et il y a surtout, et là, respect éternel, il y a Monsieur Alan Rickman. Oui, quand même, ouais, voilà. Qui est là juste. Vas-y, applaudis Alan Rickman, on s'en fout, moi voilà, il le mérite. Il nous entendra pas, mais il le mérite. Alors, Sweeney Todd, qu'est-ce que c'est? Sweeney Todd, c'est un barbier qui s'appelle de base Jonathan Barker et qui a été injustement envoyé en prison par justement le personnage d'Alan Rickman qui est juge, je sais plus quoi, je sais plus son nom de famille, mais qui a été injustement envoyé en prison par ce monsieur-là, parce que ce monsieur-là, il voulait se taper sa femme. Oh là là. Parce que c'est que les bons bails comme ça. Et donc il revient après des années en prison, déterminé à se venger et donc comme il est barbier, à se dire bah écoutez, les barbiers, ce qui est bien, c'est qu'on a une époque où l'électricité n'existant pas, les rasoirs électriques non plus, donc on utilise des lames. Les lames, c'est bien sûr des gorges. Ça saigne beaucoup. Ça saigne beaucoup. Et comme il trouve là où s'installer au-dessus d'une petite boutique de tourtes qui marche pas des masses, parce qu'elle a pas de vraie viande, parce que c'est la pauvreté totale, et bah la première fois qu'il tue un gars, elle se dit ah mais je sais comment planquer le corps dans mes tourtes. Et du coup ça fait quand même un magasin qui d'un coup se met à marcher parce que c'est une viande incroyable que personne n'a jamais goûté. Et lui, il a de plus en plus de clients parce qu'il arrive à avoir quand même bonne réputation en tant que barbier parce que, heureusement, il n'est pas trop con, il tue pas tout le monde tout le temps. Mais bon, de temps en temps, il faut bien remettre de la viande dans le moulin, vu que c'est un moulin à viande. Oui, c'est drôle. Non. Regardez comme il voit l'humour, mais de loin. Au secours. Il voit l'humour partir, c'est ça? Il voit l'humour fuir mon langage. Oh là là. Il est parti là. Hein. Il est parti loin. Il est parti très loin là. Et donc, voilà, le but du jeu, donc du fait d'avoir bonne réputation, c'est qu'après, du coup, il pourra avoir une très belle clientèle, comme par exemple, au pif, le juge en question. Pour se venger. On avait compris. Au cas où. Au cas où. Et donc, là, vous vous demandez, mais enfin, Tim Burton, à part quand il fait des trucs pour Disney, il en fait pas des masses quand même, des comédies musicales. Pourquoi il a fait une comédie musicale de Sweeney Todd? Mais parce qu'il ne s'est pas inspiré du très vieux bouquin de Sweeney Todd ou de la légende, parce que c'est aussi devenu une espèce d'histoire folklorique. Non, il s'est inspiré de la comédie musicale. Waouh, comme c'est étonnant. J'ai une énergie extrêmement fausse, comme dans une comédie musicale. La comédie musicale donc qu'il a inspirée, elle date de 1979, ce qui tombe bien vu que lui il l'a vu en 1980.
Oui, bah oui. J'ai cette info, j'ai essayé de la placer, je vois pas le rapport. La comédie musicale en soi, elle a été faite par un certain Stephen Sondheim. Stephen Sondheim, à part l'impression que je viens d'éternuer en allemand, qui c'est En norvégien, quand même. Norvégien. En suisse allemand, comme ça vous pouvez pas me contredire, vous ne connaissez pas. Bah si, un peu quand Écoutez, même. c'est un célèbre compositeur et parolier qui a fait, entre autres, Sweeney Todd, qui est quand même devenu extrêmement célèbre, un autre petit truc, tout petit truc, qui s'appelle West Side Story. Je crois qu'on en a un peu tous entendu parler de West Side Story. Puis l'année prochaine, il y a le remake, donc oui. Tout petit truc West Side Story, oui. Voilà, donc le monsieur, comment dire, il pèse dans le game tellement fort qu'ils doivent reconstruire les planches dès qu'ils marchent 2 secondes sur un théâtre. Et donc c'est Stephen Sondheim qui a dit, bah écoutez, Monsieur Burton, je veux bien, mais gardez mes chansons. Et Monsieur Burton, il a fait, écoutez, ça fait depuis 1980 que j'ai envie de faire votre adaptation, évidemment je garde les chansons. Pourtant, il s'était posé un problème. Est-ce que tout le monde sait chanter? Surtout, je trouve ça magique que dans le... Parce que je tiens à le dire, les gars s'étaient pas posé la question avant de tourner, est-ce que Johnny Depp sait chanter? Sauf que Johnny Depp, faut le savoir, il était musicien avant d'être acteur, donc en fait oui. Sauf que personne lui a posé la question, je trouve ça beau. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens qui savent chanter, qui savent danser, qui savent jouer, donc ça donne une bonne comédie musicale. Maintenant revenons au slasher, parce que là je viens de faire un détour de 2 heures pour revenir sur la vraie route. Et normalement dans un slasher, je serais déjà mort avant d'avoir trouvé la route. Et pourquoi la composante slasher? Parce que bien qu'il y a quand même, oui, toute cette composante de je tue des gens, dans la pièce de théâtre, c'est pas folichon, c'est-à-dire qu'on est plus sur comment dire, de la violence à la super-héros où un coup de poing et tu tombes et ça saigne pas. Là, le Tim Burton, il s'est fait non, on est au cinéma les gars, venez, on va mettre de la sauce tomate dans nos spaghettis. Et donc, du coup, c'est là où je trouve que ça remplit bien quand même son espèce de mission de slasher, c'est que dès qu'il y a une coupe quelque part, ça gicle de partout, ça saigne, c'est exagérément, bizarrement, de la part de Tim Burton, c'est exagérément gothique, c'est grand guignolesque même, parce que le grand guignol, pareil, en fait, c'est du théâtre sanglant qui date d'un peu, mais bizarrement, la comédie musicale Sweeney Todd n'était pas du grand guignol. Là, Tim Burton, il a fait « c'est là où je peux m'amuser ». Donc, on a quand même un monsieur qui va tuer des gens avec un mode opératoire certain, qui va choisir ses victimes de manière calculée, et ça va saigner. C'est quand même, malgré ce que beaucoup de gens disent, une belle formule qui ressemble à du slasher. Donc je me suis permis de la mettre dans cette émission. Je me permets de vous rappeler que ce film existe parce que c'est pas le plus connu de Tim Burton. Je me permets de vous rappeler que Johnny Depp, avant de tomber en désuétude pour des histoires dont on va pas mentionner plus que ça, c'était un très bon acteur et qu'en plus il sait chanter. Donc je me permets de vous dire, regardez Sweeney Todd, il y a certains des maniérismes de réalisation de Tim Burton sans qu'ils soient trop exagérés. Il y a du coup des trucs moins Tim Burton parce qu'ils viennent de la comédie musicale, mais il le fait bien. Et puis bah il y a quand même un moment, il va falloir admettre que la comédie musicale c'est la vie. Et c'est la mort, parce que pour le coup... Oui, bon là pour le coup c'est la mort, parce qu'on parle de gens qui se font tuer. Oui. Je suis quand même très étonné que tu aies réussi à placer les comédies musicales dans un truc sur le slasher. Non, je plaisante. On peut l'applaudir quand même, parce que pour le coup, voilà. Et on peut voir Sweeney Todd où, comment, quand, quelle heure? Et bah vous pouvez alors le louer. Malheureusement, c'est louable sur Amazon ou c'est louable sur Canal+, mais le DVD est trouvable extrêmement facilement. Et pour vraiment, alors le plus cher que j'ai vu c'était 8,99. Oui, ça va encore. Donc ça va. Voilà. Aurèle, est-ce que tu as vu Sweeney Todd? J'ai vu Sweeney Todd. Qu'en penses-tu? Je trouve que c'était une expérience plutôt agréable. Ça changeait un peu des Tim Burton habituels parce que justement il y avait un peu plus de sang, il y a un peu plus de violence que d'habitude. C'est plutôt cool.
Ça... Je dirais pas que c'est mon Burton préféré, mais il a quand même passe un très bon moment dedans. Et je comprends quand même l'idée que tu l'aies choisi pour du slasher. Après, voilà, faut un peu pousser les murs pour vous dire que c'est du slasher, mais il y a quand même quelques codes du slasher qui sont repris dedans, donc là-dessus, je trouve pas mon plaisir. Il y a un côté un peu comédie noire aussi, avec les nouveaux parlent sans rire, genre comme savent le faire les Anglais, et surtout les Danois. Du coup, ça relie un peu, tu vois. Parce que Sodenheim. La boucle est bouclée maintenant. Non, mais alors que ça vient de Broadway américain, quoi. Sodenheim, il est américain. Mais Oui. c'est vu que lui, parce que bon, il y a où était placé le vrai Sweeney Todd, il y a quand même discussion, mais lui, il l'a placé dans Londres. Donc je comprends que du coup, le côté pince sans rire, on puisse prendre ça pour de l'humour anglais. Mais je pense que c'est justement le côté exagéré et absurde de un gars qui arrive à tuer plusieurs fois plein de gens, qui va après nourrir à du bon peuple. Et puis de toute façon, la comédie musicale est une exagération en soi, donc il faut bien que tout suive derrière. Sinon, vous vous retrouverez avec une comédie musicale plate. Et il y en a des comédies musicales. La recette pour la bonne comédie musicale. Je ferai cette parodie. Je vous promets devant la caméra, je ferai cette parodie. Recette pour comédie musicale sur l'air du pudding à l'arsenic. Ok, d'accord. Bon, on va avoir des problèmes de droit. Merci Richard. Et toi, Jojo, as-tu vu Sweeney Todd? Oui, je l'ai en ma possession. Il l'a en sa possession. Dans une belle édition Blu-ray. Parce que j'étais intrigué par ce que Tim Burton a tenté de faire. Parce que Tim Burton, en fait, on est tous d'accord là-dessus, ça fait plus de 20 ans qu'il se répète. Ça fait plus de 20 ans qu'il nous emmerde, clairement, dans sa filmo. Voilà. À titre personnel, voilà, je trouve qu'il s'est perdu. Je dirais pas 20 ans, mais oui, Un bon 20 ans il y a quand même. un souffle qui est en train d'être perdu. Ouais, ouais. Moi, honnêtement, j'ai vu le problème à partir de Dark Shadows. Où là j'ai vraiment fait, t'es en train de t'amuser dans ton coin avec tes potes et le public il est en train d'essayer de te suivre et il n'y arrive plus. Ouais. Et en fait, je pense que, donc à titre personnel, je trouve que Sweeney Todd, en fait, il a de très bonnes choses. Je trouve que Johnny Depp est très bon dans le rôle. C'est à un moment donné où, selon moi, où Johnny Depp en fait commençait réellement à s'enfermer, mais pas encore. Il s'enfermera un peu plus tard. Il a eu un Golden Globe dans celui-là. Oui, méritant, entièrement méritant. Et je trouve que Burton en fait arrive à concilier en fait son amour pour la Hammer. On est tous d'accord là-dessus, c'est que Tim Burton c'est la Hammer film, des films d'horreur gothique qu'il aimait par-dessus tout. C'est pas anodin qu'il y a Christopher Lee encore une fois. Oui. C'est pas anodin. Parce que Christopher Lee pour lui c'est Dracula, c'est pas Saruman de l'anneau. Christopher Lee, c'est le cinéma pour moi. Ouais, oui, voilà, on est clairement d'accord. C'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Christopher Lee, c'est le cinéma. Point. Regardez The Wickerman. Pas la version avec Nicolas Non, Cage. non, la version avec Christopher Lee. Voilà, c'était à préciser. Écoutez son album de métal qui parle de Charlemagne. C'est génial. C'est un génie. Parce que c'est un album de métal qu'il a fait genre à peine 5 ans avant de crever, un truc comme ça, qui était déjà extrêmement vieux et il fait quand même un album de métal. Il fait un album de métal. Voilà. Et c'est surtout aussi c'est que ce que Sweeney Todd en fait est appréciable dans le sens où Burton en fait tente encore de prendre son style mais de s'adapter à quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. On pense à la comédie musicale et ça c'est intéressant. Au moins il tente quelque chose, il fait quelque chose. Et c'est ça que pour moi Sweeney Todd en fait partie de ces films où il faut voir c'est du Burton, pur jus. Mais avec un petit truc en plus. C'est la comédie musicale, le sang à foison. Là, il a fait je veux du sang. Mais. Quelle dose de sang? Vous voyez les ascenseurs dans Shining? Je veux cette dose de sang là, mais un peu partout dans le film. C'est ça, je veux ça. Mais ce qui est passionnant en fait dans ce film-là, c'est ce côté techniquement irréprochable. On ne peut pas lui reprocher ça à Burton. C'est qu'il n'a jamais fait de mauvais plans. Burton. Non. Il a toujours soigné ses plans, Burton. Après, ses scénarios, c'est encore autre chose.
Même sur les plans, tu vois. Moi, toi, t'as cité ton Burton préféré, c'est lequel? Big Fish. On est d'accord, moi c'est l'un de mes préférés. Bon, mon préféré c'est Ed Wood. Bon, à titre personnel c'est Ed Wood. Mais je trouve que Sweeney Todd, en fait, voilà, c'est peut-être le dernier bon film qu'il a fait avec Johnny Depp. Voilà, en fait pour moi c'est ça. Sweeney Todd c'est le dernier bon film qu'il a fait avec Johnny Depp. Après, bon, Dark Shadow, ouais, il m'a fait marrer. Dark Shadow m'a fait marrer. Une scène, point. Le logo de McDonald's m'a fait marrer. Bah c'est ça. C'est juste le logo de McDonald's qui m'a fait marrer. Ça fait marrer tout le monde, mais il n'y a que ça. Mais il n'y a que ça, malheureusement il n'y a que ça. Et je pense que voilà, Sweeney Todd représente le dernier grand film, pas grand film, mais le dernier bon film du tandem Johnny Depp, pardon, et Burton. Deep. Mais voilà, après, de là à me mettre dans un slasher, je suis pas trop d'accord avec toi, mon Richard. Parce que ça reprend pas les codes du slasher, ça reprend plus un peu de ce que faisait la Hammer en fait. Cette idée de suivre des tueurs qui ont une caractéristique, enfin, qui ont un truc en plus que les autres tueurs habituels, mais c'est pas un slasher à proprement parler, Sweeney Todd. Mais ça reprend par contre des tics de réalisation des slashers. Ça oui, ça je suis d'accord avec toi. Mais sinon, voyez-le, il n'y a pas de raison. Si vous voulez voir un dernier bon film appréciable de Burton, oui. Oui. Non, j'ai cru que tu allais dire de Johnny Depp et j'ai fait, mais il a fait des bons trucs après. Non, j'ai parlé de Burton. Oui. Je parlais pas de Johnny Depp. Et vous, public, est-ce que vous avez vu Sweeney Todd? Oui, j'ai bien aimé. Tu as bien aimé. D'accord. Qu'est-ce que tu as bien aimé? Je sais pas. Parce que c'est bien de me dire, oui j'ai bien aimé. Mais l'ambiance Tim Burton, Ouais. j'ai bien ressenti. Je trouvais que c'est une contraire, j'ai trouvé ça très Tim Burton, mis à part le sang. J'ai oublié à quel point c'était très sanglant. J'ai quelques vagues souvenirs qui maintenant me reviennent. Mais pour moi, j'ai trouvé très dans l'ambiance Tim Burton. Et, Ouais. Après, j'ai bien les films Tim Burton, même le dernier, là, vous l'avez cité avec où c'est un vampire. Dark Shadows. Dark Shadows. Je l'avais bien aimé aussi. Mmh. Et puis, du coup, je perçois pas la descente de Burton. Vous avez parlé dans mes deux acolytes en quelques temps. Mais je suis peut-être très bon public. C'est le principal. Bah, ouais. Il y a Big Eyes que j'avais bien aimé. Il y a Big Eyes, ouais. Je l'ai toujours pas vu. Big Eyes, ouais. Par ça. Big Eyes est bien, c'est vrai. Les autres Sweeney Todd, ça vous dit quelque chose? Pas vu? Moi je connais le groupe canadien de c'est pas du tout la même chose. Le film, réalisateur de film. Ok. Richard, Oui. conclusion de ton film. Donc tu l'as dit, on pouvait le voir. Tu nous as posé la question. Ouais. Et t'as encore autre chose à dire? Bon, à partir du moment où il y a Alan Brickman. Alan Brickman. Dis-le à ma place. À partir du moment où il y a Alan Rickman, Merci. ça vaut le coup de Voilà. regarder de toute façon. Parce que le mec a un putain de charisme. Oui. Voilà. Non, et puis là au moins, contrairement à Harry Potter, il joue un vrai méchant. Oui. Bon, Même si dans Harry Potter, son il est- premier rôle était un rôle de méchant, mais là tu le vois dans son âge Harry Potter jouer un vrai méchant. Oui, même si dans Harry Potter, c'est vraiment très impressionnant. Oui. Il a le truc. Non mais oui, Il est non, classe. je veux dire, on sait que du coup Rogue est pas si méchant que ça, Oui, bien sûr. mais du coup voilà, si vous voulez le voir dans un rôle où il est vraiment méchant et même beaucoup plus antipathique, voilà, Sweeney Todd. Et Piège de cristal, parce qu'il joue le méchant aussi. Oui. Et puis il a un superbe duo avec Johnny Depp niveau chanson. Oui, oui, c'est vrai. Et il chante très bien. Il chante très bien. Ah bah, Je mets une petite réserve pour Hélène. Helena Bonham Carter. Ouais, en fait. Le seul point négatif que j'ai dans ce film-là, c'est pas dans son jeu. Non, c'est Enfin, moi je dirais c'est le jeune premier qui est amoureux de la jeune première Johanna qui est la pupille. Du Oui. gars. Parce que tu sens qu'ils l'ont poussé à aller dans les aigus où c'est pas sa voix. Et tu fais Ouais. vous auriez pu lui foutre la paix au niveau des aigus. Mais non. Mais Honte. mais ça va, mais à part ça va. Mais tu vois, Johnny Depp, oui, il savait placer sa voix avant.
Oui, mais c'est un musicien de base. Alan Rickman, pareil. Je pense qu'ils ont même pas essayé de lui dire d'aller dans les aigus. Vu sa voix, tu fais non, tu peux pas essayer de lui dire ça. Faut Qui vraiment. oserait lui demander ça? Faudrait être sourd, quoi. Qui oserait lui demander ça? Non, faudrait être très sourd, très sourd, je pense. Faut dire Alan Rickman, pas dans les aigus. T'as entendu ma voix? Genre, bonjour, je suis Alan Rickman. Tu veux vraiment que j'aille dans les aigus? Hello, Potter. Alors, Mr. Potter. Ça. Donc on va faire un bond dans le temps, parce que là on est les deux films qui ont été sélectionnés en fait on est plus dans les années 2000. Ah ouais, Et là, 2006, 2007. et là, comme je suis le plus vieux de la bande, je vais prendre un film de ma génération. C'est faux. 1880. C'est faux, je t'emmerde. Mais profondément. Non, j'ai juste lu mon tatouage. Oui, mais je ne suis pas né en même temps. Je ne suis pas né en même temps que le cinéma. Sinon, Non, je t'es né suis- avant. Oui, je suis né avant. En fait, les freins lumière, c'est moi. République. Les deux. Donc on va remonter dans le temps, donc on va prendre la raison en fait pourquoi en fait on a décidé de parler du slasher ce soir, c'est qu'en 1978 il y a eu un Big Bang dans le monde du slasher, il y a eu Halloween de John Carpenter. Et donc Qui tu vas est- parler de quoi? 2 minutes, introduction. Et donc, on va être tous d'accord là-dessus, pour ceux qui l'ont vu, Halloween de 78 est l'un des meilleurs films, l'un des meilleurs slashers de tous les temps, clairement, qui a posé toutes les bases, enfin les bases les plus connues, qui a été répété. Et encore. Et encore, Parce même que- encore demain, Parce même... que, pardon, parenthèse, Halloween prend le temps d'installer un suspense là où les gens ont retenu jumpscare. Voilà, et en fait, il Je suis énervé. n'y a pas forcément de jumpscare dans Halloween, en fait. C'est ça qui est intéressant, aussi. En regardant bien le film, Halloween, il n'y a pas de Parce que jumpscare. même tous les trucs où tu peux te dire jumpscare, tu fais non mais on a vu Myers avant elle. Donc voilà. en fait nous on n'a pas la même peur qu'elle, c'est pas une surprise, c'est non on fait putain on voit. Ouais. Et donc, suite à ce succès qui était quand même qui a surpris tout le monde, parce que Halloween a coûté, je crois, entre 200 000 $, même pas, et ça a été vraiment un tout petit budget, mais ça a rapporté énormément, enfin plus de 60 millions de dollars, enfin bon voilà. Des petits malins de producteurs se sont dit, et si on faisait pareil? Tiens donc, Il y a eu beaucoup trop de slashers. et il y a eu beaucoup trop de slashers. Mais j'en ai choisi un qui s'appelle Terror Train. En gros, le titre français qui ne marche pas forcément, mais qui s'intitule Le train horrible. Non, le monstre du train, Oh c'est pire. qui est sorti en 1980, qui a été tourné en 79. Pourquoi je dis pardon, qui a été tourné en 79. Je vais vous expliquer à la fin de ma chronique. Donc, Terror Train raconte, et je lis mes fiches, 3 ans après avoir fait une mauvaise blague à un de leurs camarades, un groupe d'étudiants se réunit pour un réveillon costumé dans un train. Pas de peau pour eux, il y a un tueur dans le train. Voilà. Vous vous en doutez bien, je vais pas spoiler, mais c'est dit clairement, on comprend très vite. Le fameux tueur du train, c'est le camarade de classe qui se venge. Mais ça, on le comprend dès le départ. Parce qu'à ce moment-là, les slashers, en fait, on commence à se dessiner réellement à cause d'Halloween. Et en fait, ce fameux slasher-là, en fait, en gros, c'est qu'il donne un point de départ, une situation, une personne, un homme ou une femme, qui subit quelque chose. 3 à 4 ans après, la vengeance. C'est toujours la même chose. Il y a aussi un autre film qui prend ce parti pris-là, qui s'appelle Le Bal de l'horreur, qui a été remaké qui a eu un remake dans les années 2000, et voilà. Et ces mêmes producteurs-là, donc de Terror Train, le monstre du train, j'aime beaucoup ce Ils film. ont fait le monstre de la montgolfière, c'est le qu'ils- monstre du bateau. Non, c'est qu'ils se sont dit, clairement, ils ont dit, bon, on va faire pareil, on va faire un slasher, mais on va prendre la même actrice qu'Halloween. Et donc il y a Jamie Lee Curtis dans Terror Train. Et c'est vrai, en plus. Ah ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. On va le faire. Oui, c'est vrai. Ah, je l'ai pas On sent encore. qui a vu le film et puis qui l'a pas vu. Alors, Parce que moi je suis. Non, je spoil déjà, j'ai pas vu le film, mais je savais qu'il y avait Jamie Lee Curtis dedans. Il y a Jamie Lee Curtis dedans, donc en fait, suite au succès d'Halloween, qui est son premier grand rôle, Jamie Lee Curtis avait vraiment une porte ouverte à tous les grands studios, que ce soit américains ou canadiens, parce que Terror Train est un film canadien. Et donc, elle accepte ce qu'on lui propose, donc elle y va.
Et puis, bon bah, pourquoi j'ai choisi ce film qui pourrait être un énième slasher oubliable? Bah en fait, il est pas aussi oubliable que ça. Pas si bien, lapsus. Non, non, il est très bien. Non, moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien. Parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est les mecs qu'il y a derrière. Le réalisateur, donc déjà, il s'appelle Roger. Alors, un nom tout rare. Spottiswoode. Spottiswoode. Mais On ne juge pas les noms de famille. On juge pas les noms de famille, mais Spottiswoode. Mais ça, c'est pas un vrai. Non, mais quand Ça, je vais c'est- vous ça, dire, c'est un non, pseudo. quand je vais vous dire que c'est son premier film, et quand je vais vous dire qu'est-ce qu'il a réalisé après, vous allez vous marrer. Il a réalisé, je vais prendre du meilleur au pire. Mac Enemy. Non, il a réalisé Air America avec Mel Gibson, Jimmy Lee Curtis encore une fois, et Robert Downey Jr. Qui est un très joli film, un film romantique, qui est très joli. Il a réalisé À l'aube du 6e jour avec Arnold Schwarzenegger, qui est peut-être son dernier bon film. Il a réalisé un James Bond, Demain ne meurt jamais, avec Pierce Brosnan. Moi je l'aime bien. Il est sympathique. Et il a réalisé Arrête ou ma mère va tirer, avec Sylvester Stallone. Ah non, non, il est pourri. Ah non. J'ai dit quoi? Je commençais du meilleur au pire. Ah ouais, mais pire à ce point-là. Stallone a fait mieux. Hein. Déjà que le James Bond que t'as cité, il me semble que c'est celui avec la fausse chute de neige nulle. Non, c'est celui c'est avec, le monde ne suffit avec pas. Lucy Liu. Ah Non, c'est le monde ne suffit pas, je parle avec la fausse. Oui. Non. Demain ne meurt Voilà, la jamais. fausse avalanche nulle. Avalanche nulle. Demain ne meurt jamais, c'est avec Lucy Liu. D'accord. Donc il est plutôt sympathique celui-là. Ouais, contrairement au monde ne suffit pas, ne regardez pas Mais- ce film parce qu'il y a Sophie Marceau dedans. Oui, non, bon, on s'en fout. Non, ça en fout pas, on s'en fout pas. Mais surtout aussi, et je vais juste retrouver le nom de ce monsieur, parce que je trouve qu'il faut le citer, ce monsieur. Il est où? Il est où ce monsieur? Sûrement aux États-Unis. hein. Non, il est décédé. Non, et surtout aussi, le chef opérateur et le directeur de la photographie, il s'appelle John Alcott. Pourquoi je cite ce monsieur? Parce que c'est le chef opérateur et le directeur de la photographie de pratiquement tous les Kubrick. Genre 2001, genre Barry Lyndon, genre Orange Mécanique. Enfin voilà, regardez l'émission d'avant, on parle d'Orange Mécanique. Et bah oui, hein, autopromo, Ah oui. hein, bah oui, Autopromo. Lien dans la description, lien ici, lien Oh non, c'est chiant. Et Clique sur les lunettes de Et- Richard. et en fait, ça fait- Non, non, ça ne peut plus ça. Heureusement. Et ce qui fait toute la différence de ce slasher-là, c'est l'esthétique. L'esthétique et l'image. C'est très beau. Et en fait, tout le film se passe dans un train logique. Et on voit Jamie Lee Curtis qui est étudiante en médecine, avec ses bandes de potes, etc. Mais il y a aussi un autre acteur que je n'ai pas cité encore, parce que je me le réserve pour la fin. C'est son premier rôle au cinéma, je pense que c'est son seul rôle au cinéma. C'est David Copperfield, le magicien. Et oui, il y a David Copperfield. Il a pas fait des caméos à la con en tant que lui-même dans Oui, le truc. mais là, il joue juste un magicien, certes, mais il joue pas David Copperfield. Il joue un magicien, point. D'accord. Qu'on soupçonne être le meurtrier. En plus. Et ce qui est rigolo à voir. Bon, certes, t'as des longs plans où tu le vois en train de faire ses tours de magie. Hein, et tu te dis, oui, c'est bon, j'ai compris, c'est un magicien. Je sais. Je pense que Robert Spotify, là, il aime bien les magiciens. Robert Spotify. Oh mon dieu. Mais, non, mais. Robert Spotify. Bonjour, je suis Robert Spotify. Je viens de voir Pardon, monsieur Spotify, Non, si vous êtes encore voilà. vivant. Non, vous êtes il est tout mon plus respect. là, il est décédé. Moi, Non. je donne quand même mes excuses à Mais sa si, famille. C'est Non. devenu un poteau Spotify. Mais Poteau le relais. problème, non, ce qui est chiant, c'est que voilà, il fait des longs plans sur David Copperfield qui fait ses tours de magie. Donc bon, tu te dis oui, c'est bien fait. Enfin bon, voilà, c'est David Copperfield, c'est un magicien, point. Mais nous, enfin, quand on regarde un slasher, ce qu'on veut, c'est des meurtres. C'est con, mais c'est ça. Mais il prend son temps, il installe David Copperfield, clairement, dans l'histoire. Mais en même temps, eh ben, il arrive, le réalisateur en fait arrive à, comme on est, tu sais, comme on est totalement, on en a marre David Copperfield, c'est bien gentil, mais en fait il nous fait passer à côté d'un détail. Ouais.
C'est ce qu'on appelle la magie. Non. Mais non, c'est ça. Non, parce c'est qu'en la fait, magie. le meurtre, Passe. le meurtrier est là dès le départ. Mais en fait, nous, on le remarque pas du tout. Ah oui. À cause de David Copperfield qui fait ce tour de magie. Et le film, en fait, je vous le conseille. Pourquoi? Parce que c'est très beau à voir. La photographie est juste magnifique. Et surtout aussi, c'est que comment rendre un train, enfin un wagon, c'est les wagons tout entiers, terrifiant. Enfin, oppressant surtout. Et pour le coup, je trouve que le film réussit son coup, clairement. Il fait pas peur non plus, c'est pas... voilà, tu vas pas faire des grosses routes de ça, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non. Mais il y a une ambiance qui est très travaillée, et surtout aussi, c'est l'idée du tueur, parce qu'en fait, le réveillon, c'est un bal costumé. Et le tueur change à chaque fois de costume. Donc on sait pas qui est qui. Et je trouve que c'est très bien trouvé, c'est très bien amené. Et ça tombe pas aussi dans le cliché où on voit... je pense que c'est surtout les slashers qui, à ce moment-là, il y a beaucoup de slashers qui sont sortis en salle et même en vidéoclub un peu plus tard. Il n'y a pas le fameux cliché, on voit une nana à poil et tout ça. Non. Non, désolé Sylvain, désolé. Moi j'aime bien voir. Désolé Ludo. Et non, c'est vraiment, tu sais, il reste vraiment dans ce côté. Non, on emmène ailleurs. C'est encore le slasher qui se cherche. C'est qui expérimente en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et surtout aussi, c'est que je reviens sur Halloween. Halloween, il n'y a pratiquement aucune goutte de sang. Et dans celui-là, la dernière partie du film, c'est terrifiant. Pourquoi? Parce que tu vois Jamie Lee Curtis bardé de sang en fait. Et ça rajoute encore un côté très viscéral en fait au film. Et ça bascule d'un coup. En fait, le film te prévient pas. Tout le long du film, tu vois pas une goutte de sang. Et d'un seul coup, paf, tu vois Jamie Lee Curtis bardé de sang. Et Jamie Lee Curtis est excellente dedans. David Copperfield, lui il joue pas, en fait, il fait juste le magicien et voilà, avec son pantalon pas de def, parce qu'il a été tourné en 79, donc toujours pantalon pas de def, et puis voilà, disparition, il est toujours là, mais voilà. Mais voilà, mais c'est un très beau film, esthétiquement parlant, je le répète, c'est un très joli film, c'est divertissant. Ça se prend pas pour un grand film qui va révolutionner quoi que ce soit. C'est un très bon petit slasher qui montre comment le slasher s'est cherché à un moment donné. Et, mais malheureusement pour lui, pour ce film, c'est qu'il est sorti après un autre film qui a marqué au fer rouge le slasher. Il est sorti après Vendredi 13, qui est sorti en 1980, la même année. Donc passer après Vendredi 13, qui est considéré comme l'un des films fondateurs du slasher tel qu'on le connaît, même si j'ai notre avis sur Vendredi 13, merci Mario Bava et la baie sanglante, c'est passé, c'est dit. Mais oui. Un petit scud comme ça. Cet homme a des goûts de vieux. Non, regardez la vidéo sur Mario Bava, vous comprendrez ce que je veux dire. Auto-promo. Promoto le retour. Voilà. Il met un petit scud comme ça directement. Mais franchement, c'est ces films, donc ces slashers qui sont passés un petit peu dans l'oubli entre guillemets, même s'il y a Jamie Lee Curtis qui vraiment porte le film, clairement. Mais c'est des films à redécouvrir parce que c'est des bons divertissements. C'est fait, voilà, c'est bon, certes, tu vois des gens qui sont tués, etc. Donc c'est pas non plus un divertissement. Ouh, je vais rigoler toute la journée. Contrairement à Behind the Mask. D'accord. Mais dans une certaine mesure, Sweeney Todd. Oui, parce qu'il chante. Particulier. Parce qu'il chante, il danse Youpi Bloupa Boum, j'écorche des gorges et puis voilà. Ouais, puis oui, il y a des meurtres rigolos. Il y a des meurtres rigolos. Première fois que j'entends ça. Mais. Alors, t'as pas vu assez de films? Si, j'ai vu. On passe pas assez de samedi soir ensemble. J'ai d'autres préoccupations le samedi soir. Plus intéressant et beaucoup plus joyeux. La fièvre? Non, laisse tomber. Mais Du samedi soir. Oui, je sais, c'était nul. Attends, il veut finir, Mais c'est des slashers comme... Alors je vais faire une autre promo, mais pour ces deux messieurs-là. J'en avais parlé dans le podcast qui est génial, Clapement 5.
donc le podcast, j'avais parlé de Happy Birthday to Me. Ça fait partie de ces films-là qui ont été un petit peu oubliés, mais qui voilà, c'est des slashers en fait qui cherchaient encore ces codes, mais qui proposaient des choses quand même qui sortaient de l'ordinaire. Faire un slasher dans un train, enfin un huis clos clairement, en fait c'est un huis clos dans un train, c'est plutôt intéressant, ça change de C'est l'ordinaire. le meurtre de l'orienté stress. Pardon? C'est le meurtre de l'orienté stress. Ou un peu plus gore quand même. Non, alors t'inverses le nombre de victimes en fait. Bah, y a Par pas rapport de... au train de meurtre de l'Orient Express, Oui, pardon. bon, on peut retenir aussi le train le meurtre Le meurtre de l'Orient Express, mais ça fait partie de ces slashers-là, même le bal de l'horreur. Le bal de l'horreur, l'original, hein, je parle avec Jamie Lee Curtis, ça a apporté quelque chose aussi. Bon, le bal de l'horreur c'est peut-être moins bon dans le lot, parce que c'est trop côté. T'as cité La Fièvre du samedi soir, c'est ça. C'est slasher plus La Fièvre du samedi soir plus Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. Oui, d'accord. Le mec qui a joué dans Y a-t-il un flic? Tu sais, pour sauver la reine, pour sauver machin. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion, voilà. Et donc voilà, le bal de l'horreur, mais le bal de l'horreur aussi a ses bons côtés aussi, parce que ça tente des trucs, ça se dit ah il y a un nouveau courant de cinéma horrifique, il y a eu des petits réalisateurs qui se sont dit tiens je vais essayer de faire ça, proposer ça, enfin faire des choses comme ça, peut-être différemment. Mais le compte, ce qui est assez rigolo, c'est que les producteurs ont rajouté une couche avec le monstre du train. C'est qu'il est ressorti en VHS dans les années 80 et vous savez comment ils l'ont retitré? Attention! Le train du diable. Non, Halloween, train. Parce qu'il y avait Jamie Lee Curtis. C'est faire bon. Pourquoi ils ont pas osé un truc encore plus con, genre Chouchou Louis? Et vous, messieurs? Sur les rails d'Halloween. Sur les rails d'Halloween. Ou le contrôleur de l'enfer. En gros, ouais. Et vous, messieurs, est-ce que vous avez vu Terror Train? Moi j'ai spoilé tout à l'heure, non, mais ça va pas tarder parce que vous ai-je parlé d'un livre qui va sortir bientôt sur les slashers. Parce que du coup, avec en fait ce livre, il s'avère qu'il y avait, quand il y a eu la campagne de financement, Oui, il y avait une possibilité d'acquérir des Blu-ray d'une section slasher et Terror Train en fait partie. Et tu auras aussi Happy Birthday to Me et le bal de l'horreur, pardon. Le bal de l'horreur? Oui, je crois. Ou The Crazies aussi, mais pas celui de Romero. Un autre qui s'appelle The Crazies aussi. D'accord. Et toi, mon Richard, tu ne l'as pas vu? du tout. Pas du tout. Et vous, public, est-ce que vous avez vu Terror Train? Je me sens seul d'un coup. Entendez le silence. C'était... Je vais vous dire où on peut le voir, Oui. tout simplement. Alors, à un moment donné, il était sur Shadows. Oui. Il était disponible sur Shadows, maintenant il ne l'est plus. Non, Oh. Shadow. C'est dommage. C'est dommage. C'est quoi l'approche d'Halloween, les gars? Bah oui, quand même. Bon, ils ont mis plein de films cool, mais. Ouais. Oui, ils ont mis d'autres films cool, mais bon, c'est dommage. Et voilà, donc vous pouvez le retrouver en DVD Blu-ray. Il est toujours disponible, il est disponible pour 10 euros, une dizaine d'euros. Ça passe encore. Que le DVD simple. Le DVD Blu-ray, parce que maintenant ils regroupent les deux, c'est une vingtaine d'euros à peu près. Vous pouvez le retrouver en streaming sur YouTube. Et sur, je crois qu'il est sur Amazon Prime aussi. Ah, Il est sur Amazon Prime. en Ouais. location ou Non, en normal? normal. En abonnement? Oui, en abonnement. Mais voilà, je vous invite à le découvrir et à le redécouvrir pour ceux qui l'ont vu à l'époque. Je sais pas. Parce que c'est des petits slashers qui tentent des trucs. Voilà. Ça propose autre chose. C'est pas Vendredi 13, tu sais, où on suit. C'est pas gore dans le sens où même si t'as, voilà, je répète, tu vois quand même Jamie Lee Curtis assez brutalement ensemble, mais je veux dire, c'est pas gore, quoi. Mais il y a une ambiance, il y a quelque chose qui a été travaillé plus que les autres. Voilà. On sent que le chef-op il s'est dit, je vais soigner mon image, je vais soigner mon ambiance. Voilà. C'est son but quand même. Oui, mais il y a des moments. Non, mais il y a eu des slashers qui ont été faits à la pelle. Ah oui. Et Ouais. il n'y a rien à sauver, quoi. Oui, parce que par exemple, à partir d'un certain moment,
Massacre à la tronçonneuse sont devenus quasiment des slashers alors qu'à l'origine c'en était pas. Ah non, voilà, non. Et ils étaient très mauvais les suivants, et puis en général c'était filmé avec les pieds, c'était éclairé avec les pieds. Et puis, Oui, voilà. Et là, Terror Trent fait partie de ces films qui, voilà, il y a une patte quand même, il y a quelque chose de soigné. Et ça, voilà, ça tente des choses. Et puis voilà, c'est un film parfait pour Halloween, très clairement, comme les deux films que vous avez choisis. Ça fait partie de ces films qui méritent un visionnage en soirée d'Halloween, avec du popcorn, des potes, tout ce qu'on veut. Ouais. Après, je tiens à redire, j'ai triché, il y a beaucoup de films de Tim Burton pour Halloween, ça passe. C'est égal. Qui Le gros dit salopard, comme l'étrange Noël de Monsieur Jack. Non, c'est un film de Noël. Je sais, c'est pour ça que je fais la connerie. C'est pas un film de Par contre, les notes C'est pas un film de Tim Burton. Les 9 qui sont vraiment de Tim Burton pour le coup. Ouais. Ou Frankenweenie. Ah putain, je crois qu'on est trois à aimer au Frankenweenie. Moi j'aime bien. Mais c'est cool. Moi j'aime bien aussi, mais Mais on est parce les que trois là. oui, mais parce que l'hommage à la Hammer et tout ça, là il y va à fond. Ah oui, parce l'hommage que des vieux trucs. C'est pour ça que j'aime bien. C'est rigolo. Alors, moi j'ai pas triché parce que Glosserman n'a pas fait grand chose après Behind the Mask, du coup. Ouais, voilà. Donc je peux, Bah, je ouais, peux pas vous en conseiller d'autres de lui parce qu'il a pas. Ouais, le mec a fait arrête ma mère ou ma mère va tirer. Hein, donc, Noël, ma mère. Bon, on va finir. On va finir là. On va finir là. Avant de finir, est-ce que vous allez voir Halloween Kills? Oui, moi oui. Je sais pas quand, mais je vais aller le voir. Est-ce que tu as vu celui-là d'avant? Oui. Donc de 2018. Oui. Et tu en as pensé quoi? J'ai pensé que c'était à la fois un très bel hommage au premier Halloween et un peu un retour aux sources. Parce que moi j'avais bien aimé les deux de Rob Zombie, les gens les aiment pas, surtout le deuxième. Je trouvais que celui-ci revenait aux sources de manière intelligente, de manière convaincante, Oui. et surtout avec ce qu'il faut de suspense, ce qu'il faut de gore sans être trop gore. Apparemment le prochain va être un peu plus punchy, ouais, c'est ce que j'ai punchy, cru. plus enfin beaucoup plus violent apparemment. Et Bah, toi Richard, est-ce que tu... Non, alors, ça m'intéresse pas trop dans le D'accord, sens y a pas de où souci. j'ai loupé le premier. Faut que j'aille voir le dernier duel avant. Oui. Voilà. Déjà que j'ai enfin réussi à voir Dune. Putain. Alors moi pour ma part oui. Ah et James Bond, putain, j'ai manqué plein de trucs. Pardon. James Bond aussi. Moi pour ma part oui, parce que voilà, Halloween fait partie de mes films d'horreur préférés. Je parle de celui de Carpenter, attention. Et j'aime beaucoup cette saga. Pas tous les films, hein, faut pas déconner. Hein. Alors je fais partie de ceux qui n'aiment pas l'Halloween de Rob Zombie, le premier, mais je préfère le 2, parce que c'est vraiment un film de Rob Zombie. On sent que le premier, il avait un cahier des charges. Hein. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ah, faut que tu refasses cette séquence-là. Et voilà. Bon, après, chacun a son point de vue là-dessus. Moi, le Halloween 2018, parce qu'il est sorti en 2018, moi, j'avais bien aimé. Parce que pour ce côté très respectueux du premier, donc celui de 78, et aussi sa mise en scène. Quand même très recherché. Il y a des plans où je soupçonne que c'est Carpenter qui les a fait. C'est juste ma théorie. Et moi, oui, Halloween Kills m'intéresse. Même si, bon, il se prend de très mauvaises critiques. Apparemment, ça passe pas. Il y en a beaucoup qui sont très déçus parce que apparemment ça prend des partis pris qui se disent c'était très subtil, maintenant ça ne l'est plus. Mais je pense aussi c'est que on suivait le point de vue de Jamie Lee Curtis dans celui de 2018. Maintenant on est carrément dans la tête de Michael Myers, clairement. Donc on est dans la tête d'un tueur. Si après ça fait comme il y avait eu avec le Ça et Ça épisode 2, ouais. Moi personnellement ça m'avait pas dérangé dans cet épisode 2 qu'il soit plus rentre dedans. En même temps le premier c'était la fin de l'enfance, donc il y avait encore ce côté un peu naïf. Voilà. Alors que tout 2 c'est vraiment l'âge adulte où
pas tout est pourri, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Bah, le point de vue a changé aussi. Et, les gens ont évolué. Et je sais que ça, épisode 2 n'avait pas plu à cause de ça, notamment. C'était beaucoup plus violent, c'était beaucoup plus viscéral que le premier, qui jouait beaucoup sur l'ambiance. Moi, ça n'avait pas déplu, donc je pense qu'Halloween Kills, je serai un bon client pour. Moi aussi, moi je veux voir. En plus, tout en sachant que il y aura. Je pense qu'il y aura des surprises aussi. Et je pense aussi que ça reste un épisode de transition parce qu'on on le sait tous, il y aura Halloween Ends qui sort l'année prochaine normalement, qui va conclure clairement l'histoire. Voilà. Peut-être qu'enfin on aura la fin de quelque chose. Enfin, Carpenter dira adieu à Michael Myers. Ce serait bien, mais bon, même s'il me fait peur, parce que bon, il a donné son accord pour faire un remake et coproduire un remake de The Thing. J'ai un petit peu peur, mais enfin bref. On l'a déjà. On l'a déjà. Oui, c'est une copie carbone de oui, en fait c'est ce qui s'est passé avant. Sauf qu'il s'est passé avant exactement la même chose ailleurs. C'est ça. Bon après on peut pas. Moi j'ai hâte de voir Halloween Kills quand même parce que les personnages sont intéressants quand même, ils sont bien écrits quand même. Puis revoir Jamie Lee Curtis, c'est toujours un plaisir de la revoir en fait. Puis c'est une comédienne en fait qui a démontré qu'elle pouvait sortir du slasher en fait. Parce qu'elle a fait, en fait tout le monde pensait qu'elle a fait qu'Halloween et après elle a fait beaucoup de slasher, elle en a fait 4-5. Et après elle a démontré qu'elle est passée autre. Elle a fait de la comédie. C'est vrai, elle a fait d'excellentes comédies. Et je trouve que Jamie Lee Curtis fait partie de ces actrices qui en fait a trompé son monde. Elle a fait Friday. Pardon? Elle a fait Friday comme. Oui. Oui, c'est parce que je pensais que j'étais en train de me dire. Attends. Puis mais elle a fait d'excellentes comédies en plus. Et, Un poisson nommé Vanda. Un poisson nommé Vanda. Ouais, voilà. Et puis voilà, elle est considérée comme la Scream par excellence. Même si elle n'écrit pas forcément tout le temps dans ses films. Oui. Voilà. Juste dans Halloween, elle hurle, mais c'est tout. Dans ce slasher-là, elle hurle, mais très rapidement parce qu'elle n'a pas le temps de hurler. Voilà. Voilà, c'est toujours un plaisir de revoir Jamie Lee Curtis et revoir aussi Michael Myers, parce que c'est quand même un personnage assez iconique. Messieurs, ça fait 1 an que Cinéma In existe. Oui, c'est vrai que. Oh merde déjà. Ça fait, on peut s'applaudir quand même. Ça a l'air ravi. Oui, c'est l'aventure Cinéma In. Merci. Merci. Il y a des gens qui applaudissent dehors, c'est cool. Oui, ça fait 1 an qu'on a créé cette émission. Et j'espère que on continuera à trouver des thématiques et tout, ça peut être super intéressant. Donc on se retrouve le mois prochain, au mois de novembre, et on va faire pas un jeu teasing parce qu'on va dire le prochain thème, parce que ça peut être cool. Alors je serai peut-être pas avec vous assis. Non, ce sera peut-être une autre personne. Moi je serai peut-être derrière la caméra. On va changer un petit peu, suspense. Et on va parler, dans la prochaine émission de novembre, on va parler de ces films tournés à Rouen. Parce que comme nous sommes rouennais, nous vivons près de Rouen, donc on a décidé de faire une émission sur ces films qui ont été tournés à Rouen. À Rouen. Ou aux alentours, parce qu'on ne va peut-être pas forcément rester que sur Rouen, on va peut-être aussi voyager à travers la Normandie, on ne sait pas. Alors, si on fait Normandie, je vais être un bâtard et aller à Caen. Tu fais ce que tu veux. Promis, je ne vais pas parler disco. Tu as intérêt. Non, on va parler de bons films. Oui, on va parler de bons films. Non, disons que j'ai une idée si on fait pas que Rouen, alors si on fait. Eh ben, on verra. Vous verrez ça le mois prochain. Vous verrez ça le mois prochain. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette émission. Je remercie le public qui était là, on peut les applaudir. Je remercie mon Sylvain qui bouge sa jambe frénétiquement, ça fait bizarre. Oui, t'arrêtes pas de bouger ta jambe. C'est mon côté chien fou, enthousiaste. Je remercie Aurel, je remercie Richard. Je me remercie également. T'es gentil. Ah non, je remercie Joe, pardon. Et on vous dit à la prochaine et prenez soin de vous.